Bonjour à tous. Alors, dans ce premier épisode, on va parler de mai 68, de sa sociologie, de son héritage et de l'implication historique que cet événement a eu. Et dans un deuxième épisode, on parlera des personnalités de cet événement et ce qu'elles sont devenues. Ma mère m'a dit Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit ma mère, dans 20 ans si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. Alors tout d'abord, mai 68, c'est quoi ? Il faut nous remettre dans le contexte de mai 68. De Gaulle est au pouvoir depuis 10 ans et cette France, cette jeunesse, principalement étudiante, elle n'a pas envie d'obéir aux injonctions de ses aînés et elle refuse de se couper les cheveux notamment. Ma mère m'a dit Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit ma mère, dans 20 ans si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. Oh yeah. C'est une jeunesse qui a envie de s'émanciper et on sent une certaine envie de révolte dans cette jeunesse. Elle a c'est une envie de révolte contre la société installée qui se manifeste non seulement à Paris en 68, mais aussi à Mexico en 68 et aussi à 68 à Prague. Alors on a cette jeunesse principalement bourgeoise qui rêve d'aventure et qui est en pleine période des 30 glorieuses, et on a l'installation du mode de vie consumériste. Un petit coup de nénette et ça brille instantanément. Votre carrosserie est fragile, nénette est subtile, elle lustre sans rayures. Nénette, la soubrette de votre voiture. Régulièrement nénette, régulièrement nette. Toujours prête dans son étui, dans votre voiture. Adoptez nénette. Qu'il vente, qu'il neige ou bien qu'il pleuve, carrosserie toujours neuve. Vive lustre nénette. Pour votre voiture. Elle ne se reconnaît plus trop en De Gaulle, qu'elle juge trop vieux, ni dans le Parti communiste, qui lui va peiner à se déstaliniser. Elle regarde, elle, de l'autre côté du monde, elle va regarder à Cuba ou en Chine avec les gardes rouges et Mao. Et donc dans les universités, en particulier à la Sorbonne, à Paris, on a la création de ce qu'on appelle les comités Vietnam, qui soutiennent la fin de la guerre au Vietnam et la lutte contre l'impérialisme américain. Alors, mai 68, c'est 3 phases. Donc, on a tout d'abord une première phase qui est du 3 au 13 mai. Donc, on a les manifs étudiantes. Tout commence le 3 mai, où les étudiants occupent la Sorbonne et ils refusent de partir. Ils seront alors évacués par la force, par la police. Et c'est là qu'on verra notamment un étudiant allemand sur le RTF, le jeune Daniel Cohn-Bendit. C'est la première fois que nous voyons cela. C'est-à-dire que, de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Les syndicats, ils sont un peu perplexes face à ça parce que ils pensent que la révolution, elle peut venir que des ouvriers et pas des étudiants. Et leurs revendications, elles leur paraissent un peu bizarres. Elles leur paraissent, comme certains disent, bourgeoises, puériles et surtout gauchistes. Dans la nuit du 10 mai, les étudiants montent sur les barricades et ils seront évacués par la police par la force. Et donc à partir de ce moment-là, on a un basculement et l'opinion française devient favorable aux étudiants et aux jeunes face à la répression de la police. Ensuite, on a la deuxième phase, du 13 au 27 mai, où c'est une période plus sociale. Le 13 mai, une manifestation composée de plus de 300 000 personnes, composée d'étudiants et d'ouvriers, vont manifester. C'est la plus grande manifestation depuis la Libération. La Sorbonne, elle est réouverte sur ordre du Premier ministre Georges Pompidou, et elle est vite réoccupée par les étudiants qui en feront la base de leur contestation. Le 14 mai, les grèves se multiplient. Une première commence dans l'usine Sud Aviation à Nantes. Ensuite, on a Rouen. Et en 2 jours, la France, elle va s'arrêter complètement. Mardi 14 mai, les 2000 ouvriers de Sud Aviation près de Nantes votent une grève illimitée et occupent les locaux. Au même moment, de leur côté, les métallurgistes de Renault-Cléon près de Rouen débrayent. Mais j'estime quand même qu'à 63 ans, je pourrais un peu me reposer et profiter un peu de la vie. Avancement de l'âge de la retraite, amélioration, réduction des cadences. En 2 jours, la France s'arrête, paralysée par le plus grand mouvement social depuis 1936. Et le 20 mai, il y a 10 millions de grévistes en France et Daniel Cohn-Bendit est expulsé du territoire français. Le 27 mai, on a les accords de Grenelle qui sont signés entre le Premier ministre Pompidou et les syndicats
Et on a plusieurs mesures phares comme l'augmentation du SMIC à 35% et le paiement des jours de grève à 50%. Ensuite, on a une troisième phase qui, elle, va durer du 27 mai au 30 juin, qui est une période politique. On a le général de Gaulle qui va disparaître pendant plusieurs heures le 30 mai, il va aller en Allemagne. Il va dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui va provoquer la tenue de nouvelles élections législatives. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Et durant l'après-midi, on a un important mouvement de soutien avec plus ou moins 500 000, 1 million de personnes, ça dépend des comptes, qui vont défiler et qui vont défendre la stabilité générale. Et un mois plus tard, on aura un raz-de-marée aux élections législatives et la majorité sera donnée aux gaullistes à l'Assemblée nationale. Après mai 68, évidemment, il y a juin 68, les gaullistes deviennent majoritaires à l'Assemblée nationale et le week-end de la Pentecôte, les gens s'en vont parce que l'essence revient et ces gens-là quittent Paris, ils ont envie d'aller en vacances. Et c'est à partir de ce moment-là que le mouvement va s'essouffler pour s'estomper et disparaître. Le mouvement va s'effilocher pendant tout le mois de juin, malgré la mort de 2 métallos à Sochaux et celle d'un lycéen à Flins. Vendredi 14 juin, la messe est dite, l'Odéon est évacué dans l'indifférence générale. 2 semaines plus tard, les élections législatives consacreront le raz-de-marée gaulliste et une défaite humiliante pour la gauche. On peut nuancer l'ampleur de 68, même si ça marque l'un des plus gros mouvements de l'histoire de la France. Mais 68, c'est aussi le premier événement entièrement retransmis à la radio et à la télé, avec des radios comme Europe 1 ou RTL. Et toute la France a les oreilles collées à son transistor. De plus, on a l'éclatement des scènes et la multiplicité des théâtres. Alors, d'un côté, entre un contexte local avec des usines et leurs spécificités, un contexte régional, et tout ça, ça va se mêler à une intrigue nationale qui, elle, sera beaucoup plus importante. Alors, concernant la sociologie de mai 68, c'est un mouvement qui est étudiant. À cette époque-là, la plupart des étudiants, ils sont issus de la bourgeoisie et ils ne représentent pas vraiment de poids politique important, parce qu'on a le mouvement ouvrier, les syndicats et le PCF, qui occupent le terrain des revendications face au pouvoir gaulliste. Alors, le sociologue Marc Jacquemin explique « Arrive progressivement sur la scène politique la génération issue du baby-boom, protégée par les 30 glorieuses ou Golden Sixties. Une génération nombreuse, bien plus éduquée, socialisée dans la plus longue période de paix mondiale, élevée dans une ère de progrès permanent, dans une croissance économique, dans un niveau de réel confort. La télévision se répand dans les foyers, la voiture atteint tous les milieux, l'homme marche sur la lune, une génération pour qui demain est toujours meilleur, une génération donc à laquelle tout semble possible. » Donc on voit bien que cette génération, elle cherche pas à l'amélioration des conditions de vie matérielles. Parce qu'ils ont grandi dans une ère de boom économique, on a l'installation du mode de vie occidental consumériste qu'on connaît aujourd'hui, et ils défendent des valeurs plus globales comme les relations sociales, la lutte contre l'impérialisme, et surtout l'autonomisation. Ça, c'est quelque chose qui est très important et qui revient beaucoup dans leur discours. On a Ronald Inglehart qui est dans son livre La Révolution silencieuse, parle de revendications post-matérialistes. Et les individus ne revendiqueraient plus des valeurs matérialistes comme l'amélioration des conditions de vie, la sécurité de l'emploi, mais des valeurs non matérialistes comme l'autonomie, la liberté d'expression, l'égalité des sexes. On comprend mieux à partir de ce moment-là la différence de points de vue et les intérêts entre les ouvriers et les étudiants. Et même si à certains moments, ouvriers et étudiants ont marché ensemble main dans la main, il n'y a jamais eu de réelle convergence des intérêts. On a d'ailleurs le 7 mai 68, Georges Séguy, secrétaire général de la CGT, qui déclare « Le mouvement ouvrier français n'a nul besoin d'encadrement petit bourgeois. Georges Marchais, célèbre communiste français, dénonce les faux révolutionnaires dans l'humanité. Daniel Cohn-Bendit s'en prend à la racaille staliniste. » Alors pour moi, la meilleure phrase qui permet de résumer la sociologie et la pensée de mai 68, elle vient de Cohn-Bendit lui-même, et il dit « Personne chez nous n'a lu Marcuse, certains lisent Marx, bien sûr peut-être Bakounine et parmi les auteurs contemporains, Althusser, Mao, Guevara, Henri Lefebvre, les militants politiques du mouvement du 22 mars ont à peu près tous lu Sartre. »
Ça montre bien que si on est trotskiste, communiste, maoïste, on vit pas du tout le même mai 68. Chacun se fait sa propre vision des mai 68. En pleine société de consommation, l'éducation militante, elle va être mise de côté. On a le sociologue Joffre Dumasdier qui développe le concept de civilisation du loisir. Et il explique que l'émergence des comités d'entreprise, les vacances, les jeux d'argent, tout ça, ça va empiéter sur le temps libre des ouvriers qui était auparavant consacré à l'éducation militante. Et donc, beaucoup préfèrent les vacances en Espagne plutôt que la lecture de Marx. Le temps libre est valorisé, c'est devenu une valeur. Et une valeur qui nous oblige à réfléchir ce que deviennent les autres valeurs. Par exemple, la valeur du travail, la valeur de la politique, la valeur de la famille. Le temps de loisir, c'est le temps où l'individu a le maximum de choix possible associé au minimum de contraintes. On a donc un élan de la jeunesse, un élan presque naïf. C'est le fameux slogan « l'imagination au pouvoir ». Et ces jeunes issus de milieux bourgeois n'ont pas vraiment été encore confrontés au réel. On fantasme une classe ouvrière presque pure qui offrirait une leçon de vie. Pourtant, la réalité, elle est bien plus complexe que ça, parce qu'on a tout d'abord la création d'une hiérarchie dans les rapports de production avec les ouvriers spécialisés. On a aussi l'exode rural qui va propulser toute une partie de la France des campagnes, qui est encore très catholique dans les usines. Donc tout cela, ça va nuancer cet idéal ouvrier. Enfin, il y a une perte de repères, parce que ces gens-là, ils n'ont pas connu la guerre, l'Indochine c'est fini, l'Algérie c'est fini peu de temps avant. Et cette génération, elle n'a pas non plus de héros français auxquels s'identifier. Ils vont s'identifier à des aventuriers de l'autre bout du monde comme Mao ou Che Guevara. Guy Hockenheim, un des militants politiques de mai 68, dira des années plus tard « Une frustration fondamentale sans doute vous est venue, chers congénères, de n'avoir pas eu de guerre à vous. L'Algérie finissait avant votre sursis et mai 68 fut non sanglant. Où ancrait ce rêve d'aventurier mal rasé, à briquet-camel, entre Malraux et Thierry Sabine, Guevara et la série B américaine. » Ensuite, on a l'héritage de mai 68. Alors, on a beaucoup de gens qui font de mai 68 le départ des mouvements écologistes et féministes, mais en vrai, c'est pas du tout ça. Même si mai 68 a amené tout un tas de revendications nouvelles sur le devant de la scène, on est bien loin des mouvements actuels. Par exemple, il est faux de dire que mai 68 est un mouvement féministe, parce que la plupart des héros de mai 68 étaient des hommes. Il suffit de regarder les photos. C'est quasiment tous des hommes qui parlent et on a très peu de femmes. En ce qui concerne le mouvement écologiste, pareil, ça colle pas parce qu'on est en pleine période de consommation. Il faut réellement se rappeler que mai 68 se passe dans le mouvement des 30 Glorieuses et on encourage à jouir sans entrave, comme disait le slogan. Il n'y a pas de mention de décroissance ou d'appel à une sorte de rigueur de consommation. De plus, pour les barricades, on a une centaine d'arbres au quartier latin qui ont été coupés. Pour la gauche, mai 68, c'est un mythe. 68, c'est l'esprit de mai, l'imagination d'une nouvelle société et le rêve que tout est possible en fait. On a une sorte de parenthèse enchantée pendant laquelle l'être humain est libre de tout en fait. Tout mouvement étudiant rêve de répéter 68 et beaucoup font de 68 un mythe. Mais en 68, les contestataires, eux, ils rêvaient de 36 et du Front Populaire, ou de 1871 et de la prise des barricades. Pour beaucoup, c'est la répétition d'un passé, avec on a notamment le fameux slogan CRSSS, encore utilisé de nos jours. Et même s'il y a eu une violence, on est bien loin de la répression du 17 octobre 61 contre les manifestations pro-FLN. Le gouvernement refusera de tirer sur la foule. Il y a eu aussi également beaucoup de blessés, 3000 blessés, dont 200 graves. C'est quand même pas rien. Hein. Mais quand vous regardez les élites, alors là, je vais vous citer simplement des choses, notamment Louis Joxe, qui était le chef du gouvernement intérim par intérim quand Pompidou était en Afghanistan. Je n'ai pas fait tirer à Alger, je ne ferai pas tirer à Paris. De Gaulle ouvrant le feu sur les étudiants, imaginez cela, c'est de la folie. Christian Fouché, ministre de l'Intérieur de l'époque. Mon seul souci est d'éviter une escalade sanglante. Je me souviens du 6 février 1934. J'étais alors jeune étudiant, je revois les morts, les blessés et l'espèce de stupeur qui a frappé Paris. Perfide, si ce serait affreux si on arrive à un bain de sang.
Il y a cependant un héritage indéniable qu'a laissé mai 68, et c'est avant tout les accords de Grenelle. Même si ces accords ont été rejetés par une partie des ouvriers qui ont continué à manifester jusque juin, on parle régulièrement de Grenelle. On a par exemple en 2007 l'exemple du Grenelle de l'environnement. L'ancien président Nicolas Sarkozy disait « il faut liquider l'esprit de mai 68 ». Alors le sociologue Jean-Pierre Le Goff dit qu'on ne peut liquider un événement historique. On ne peut pas effacer une date. Pour une partie de la droite, mai 68 c'est la fin des valeurs, la fin du mariage, mais là encore ça colle pas parce qu'on ne peut pas attribuer à mai 68 tous les maux de la société. Et la France du général de Gaulle, elle s'épuisait, et l'année suivante, il quittait le pouvoir après un référendum. Je pense que la meilleure synthèse vient de Jean-Pierre Le Goff lui-même. Il dit que mai 68 est un ensemble de revendications. On a d'un côté la revendication ouvrière qui elle est très claire, donc avec l'amélioration des conditions de travail, de meilleurs droits sociaux. Et de l'autre côté, on a des revendications un peu plus bizarres. Vous avez à la fois, moi je me souviens dans une manifestation, Pompidou des sous, etc., De Gaulle à l'hospice, Pompidou à l'égout, enfin des choses assez bizarres. Et puis à côté, vous avez des mots d'ordre très bizarres, des situationnistes, vivre sans temps mort et jouir sans entrave. Vous voyez, c'est quand même un peu décalé. Et tout ça a lieu en même temps. Je vais vous donner un exemple de la complexité de la chose. Vous voyez, une carte postale de la Sorbonne, enfin une des photos de la Sorbonne, vous voyez quelqu'un qui est d'ailleurs très bien, avec une cravate, etc., sur une chaise, et pendant ce temps-là, on joue du piano, du jazz, et tout ça. Et puis derrière, vous avez un grand truc. Seul le Christ est révolutionnaire, vous avez le portrait de Mao à côté. Bon. Et, non, mais vous le voyez, c'est ça, 1068. C'est ça qui est difficile à comprendre, c'est que tout bouillonne ensemble, si vous voulez. Et que tout bouillonne ensemble dans un moment très court, avec des optiques très différentes. Il fait l'hypothèse que mai 68 c'était un moment de catharsis en fait, et il y a la remise en scène du passé, un moment où la jeunesse s'ennuie, et cette jeunesse elle se cherche en fait. Il y a une catharsis de la parole et de la violence, et il faut ni fantasmer, ni rejeter mai 68, mais l'accepter comme un événement historique à part entière de notre histoire. Les yeux sont malheureux, quand notre ciel paraît moins bleu. Alors merci de m'avoir écouté pour cette deuxième vidéo. J'ai essayé de faire un peu plus d'efforts au niveau du montage et qu'on voit ma tête. Alors si vous avez des conseils ou des recommandations, n'hésitez pas à me les donner. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode sur mai 68. Encore, là ça parlera des personnalités et de ce qu'elles sont devenues. Et voilà, on se dit à la prochaine. Abonnez-vous et likez. Merci à vous, au revoir.